le Bhoutan, hein, qui a été plus loin, beaucoup plus loin, un pays qui n'a pas forcément énormément de ressources, hein, il n'y a pas de pétrole, pas de pétrole au Bhoutan, enfin je dis peut-être une bêtise, mais globalement qui a été beaucoup plus loin, hein, que mettre la notion de bonheur, je dirais, dans sa constitution, voilà, en se tournant vers, on va dire, des économies quand même totalement décarbonées, une agriculture moderne, etc. Alors, l'exemple du Montana est très intéressant. C'est un exemple qui est pris dans le livre Collapse, l'effondrement, peut-être que vous avez entendu, de Jared Diamond, qui a passé toute son adolescence dans le Montana. Je rappelle que le Montana était l'un des États les plus riches des États-Unis, avec énormément de minerais, des mines, d'ailleurs beaucoup de mines, mais aussi des ressources forestières, des arbres, etc. Et il raconte comment, finalement, cet État est devenu le 51e, je crois, l'un des plus pauvres du pays, en raison notamment du comportement totalement caractéristique des multinationales qui sont une partie du gros problème que nous avons aujourd'hui, hein, qui ont épuisé toutes les ressources en or, il y avait beaucoup de ressources minérales, en minerais, et ont tout abandonné. C'est l'un des États les plus pollués des États-Unis, avec des sites extrêmement pollués. Il raconte comment aussi on a pelé les collines en faisant la coupe du bois, n'importe comment. Toutes ces entreprises étant évidemment dirigées par des chefs d'entreprise qui ne vivaient pas dans le Montana. Il raconte aussi comment les glaciers ont fondu. Hein, et il raconte une chose très intéressante parce que la dernière fois qu'il est allé au Montana, il avait 14 ans, il est retourné 40 ans après, de mémoire, il est resté dans mon livre, et là, il se rend compte que les glaciers ont fondu. Les glaciers, je rappelle que les glaciers du Montana approvisionnent toutes les rivières, notamment de Californie, hein, c'est en partie l'explication des sécheresses qui frappent la côte ouest. Et là, il se rend compte que les gens, finalement, qui vivent sur place, ne se sont pas vraiment rendus compte du phénomène, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle l'amnésie des paysages. Ils ont donné un terme à ça. C'est-à-dire que quand vous vivez sur place, petit à petit, ça disparaît, mais vous vous habituez, n'est-ce pas ? Et vous ne savez plus qu'il y a 40 ans, il y avait des glaciers, et voilà, des glaciers éternels, etc. Et donc lui, il est très impressionné, parce qu'il se rend compte que voilà, toute l'économie du Montana est en danger, et que eh bien, le dérèglement climatique a frappé les glaciers du Montana. Voilà. Alors, pour le Bhoutan, c'est un autre exemple. Moi, j'y suis allé pour sacrée croissance, parce que, évidemment, dans toute cette question, se pose la question de qu'est-ce que c'est que la richesse, n'est-ce pas ? Le produit intérieur brut, je rappelle, le produit intérieur brut a été créé avant la Seconde Guerre mondiale, enfin, conçu, on va dire, après la grande récession de 1929, je raconte ça dans le livre aussi. Donc, vous savez, hein, l'effondrement de la bourse, etc., des dizaines de milliers d'entreprises qui ferment, enfin, après le crash boursier de 1929, le Congrès américain ne sait plus quoi faire et demande à un jeune économiste qui s'appelle Kuznets de faire le bilan, l'État, où est-ce qu'on en est, hein. Donc on est en 1932, 3 ans après ce grand effondrement, et il n'y a pas de comptabilité nationale encore, hein. Donc il va se débrouiller, quoi. Il va se consulter comme il peut, et il va faire le premier tableau de comptabilité nationale, et faire un rapport au Congrès en 1934. C'est comme ça qu'est né le PIB, le produit intérieur brut, qui est une mesure dont on a toujours besoin, hein, parce que tous ceux qui travaillent sur les indicateurs de richesse, ils disent que le PIB n'est pas du tout un indicateur de développement, c'est un indicateur de production, donc on continue d'en avoir besoin, c'est-à-dire on a besoin de savoir combien de voitures ou de patates on produit chaque année, etc., mais ça ne suffit pas, évidemment. Ce n'est pas du tout un indicateur de bien-être, par exemple, hein. Donc ce PIB naît donc avant la Seconde Guerre mondiale, et ensuite la traversée atlantique. Moi, j'apprends tout ça en détail. Alors, tout ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un découplage, on appelle ça le découplage, entre le PIB, donc quand on parle de croissance, c'est l'augmentation du PIB, évidemment, et le bien-être, justement. Plusieurs études, vous verrez, ont montré que quand on atteint un certain niveau de PIB par habitant, alors en France, c'est 2005, 11 500 € par habitant. Ensuite, il y a un découplage, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, eh bien, le taux de satisfaction de la population augmente en parallèle au PIB, vous suivez. Le taux d'espérance de vie augmente en parallèle au PIB. Le taux d'éducation augmente, tous ces taux-là augmentent. Et quand vous avez atteint ce niveau, pour nous, la France est de 11 500, eh bien, ensuite, il y a un découplage. C'est-à-dire que non seulement le taux de satisfaction n'augmente pas, mais il a tendance à réduire. C'est-à-dire qu'en fait, tout le surplus que va apporter cette croissance, hein, donc pour nous, la croissance, quand on augmente notre PIB
par tête d'habitant, c'est qu'on va avoir, on avait un petit appartement, on va en avoir un plus grand, on avait une petite voiture, on va en avoir un plus grand, on allait en vacances en Ardèche, on va une semaine à Hong Kong, vous voyez, c'est ça la différence. Hein. Voilà. Eh bien, ça s'accompagne de beaucoup de problèmes qui coûtent cher à la société d'ailleurs. D'ailleurs, c'est très bon pour le PIB parce que plus on rend malade les gens, plus on a besoin de médecins et de médicaments, et mieux c'est pour le PIB. Donc tout ça se tient en fait. Hein. On dépense de plus en plus d'argent pour réparer les dégâts de ce surplus de croissance qui se traduisent par du stress, vous voyez, par un sentiment de solitude, par plein des suicides au travail, enfin, etc., etc. Donc découplage, très intéressant. Donc c'est pas, le PIB n'est pas un indicateur de bien-être. Donc depuis une quinzaine d'années, c'est très intéressant, pour en venir au bouton, c'est un exemple. Les Nations Unies, mais aussi l'OCDE, ont lancé plein de chantiers, j'en parle dans le livre, hein, pour voir quel pourrait être l'indicateur de développement dont on a besoin pour pouvoir tenir compte des alertes qui font que, attention, la biodiversité est en train de disparaître, attention, les océans se vident, attention, la pollution a atteint des records dans l'air, attention, les aliments sont pollués, attention, la phytosanitaire de toutes les maladies chroniques et évitables, pour reprendre l'expression de l'OMS, augmente. Donc, un indicateur qui permette de tenir compte de ça. Alors en fait, les propositions en général disent qu'il faudrait plusieurs indicateurs couplés, et c'est ce qu'a fait le Bhoutan. Le Bhoutan, c'est un petit royaume coincé entre l'Inde et la Chine, j'en parle aussi dans mon livre. J'ai fait un film à part là-dessus qui s'appelle « À la recherche du bonheur », parce qu'ils ont remplacé le produit intérieur brut par un indicateur qui comprend 9 indicateurs, en fait, dont le PIB, il y en a 8 autres, et qui constitue ce qu'on appelle le bonheur national brut, qui remplace le produit intérieur brut. Et moi, j'ai vu comment, quand vous changez d'indicateur et que vous l'appliquez vraiment avec des mesures concrètes, vous changez beaucoup de choses dans le pays. Alors, par exemple, évidemment, l'un des indicateurs, c'est l'état de la biodiversité dans le pays. Donc, c'est un petit royaume coincé dans l'Himalaya, vous voyez. Donc, ça, c'est un indicateur important. Alors, ils ont décidé de passer en 100% bio en 2020 et ils sont en passe de le réussir. Moi, quand j'étais là-bas, le ministre de l'Agriculture, j'avais filmé un colloque où le ministre de l'Agriculture avait annoncé qu'il venait de terminer de renvoyer tous les pesticides chimiques vers la Suisse pour qu'ils soient détruits. Et ils ont créé plein de coopératives agricoles pour encourager l'agriculture locale, bio, de proximité, etc. Ce sera le premier pays 100% bio en 2020. D'un point de vue du produit intérieur brut, c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Mais d'un point de vue d'un autre indicateur de richesse qui s'appelle l'indicateur de la planète heureuse, qui tient compte de beaucoup plus d'indicateurs, c'est l'un des pays les plus heureux de la planète. Ils font d'ailleurs régulièrement, vous verrez dans le livre, avec des économistes, des sociologues, tous les 4 ans, des sondages, plus que ça, en fait, ils vont dans le pays, et toute une série, vous verrez, je ne rentre pas en détail, pose plein de questions à la population pour évaluer ce bonheur national brut, l'améliorer, l'indicateur, hein, voilà. Et c'est ensuite, les résultats sont examinés par un collectif de scientifiques internationaux. D'ailleurs, l'ONU a fait un colloque uniquement sur le bonheur national brut. Ça a été aussi présenté à l'OCDE, parce que, encore une fois, il y a plein de propositions actuellement pour trouver des nouveaux indicateurs qui correspondent mieux, enfin, et qui nous servent mieux pour éviter la catastrophe, ce que ne fait évidemment pas le produit intérieur brut. Je vous le disais, dans une logique de croissance, l'industrie pharmaceutique, elle a envie d'augmenter ses profits. Elle a envie d'avoir un taux de croissance, n'est-ce pas? Elle ne peut l'avoir que s'il y a de plus en plus de malades. C'est très clair. Donc, c'est pourquoi on n'arrive pas à prendre des mesures importantes pour éviter, pour interdire les pesticides, etc., toutes les causes des maladies chroniques évitables qui caractérisent notre époque. Parce que, d'un point de vue strictement croissanciste, évidemment, plus il y a de malades, meilleur c'est pour le PIB. Et on peut donner plein d'exemples comme ça. Vous prenez l'agriculture, eh bien, le fait que vous ayez un jardin partagé à Paris et que vous ramassiez vos tomates, vos salades, etc., c'est zéro pour le PIB. Hein. Dans le produit intérieur brut, n'entrent en jeu que les actions économiques qui sont monétarisées. Tout ce qui est du bénévolat, tout ce qui est n'est pas du tout pris en compte. Donc, c'est totalement incroyable, en fait. Hein. Donc, il y a une blague d'un économiste assez célèbre qui s'appelle Alfred Sauvy, qui a dit épousez votre femme de ménage et vous ferez baisser le PIB. Alors, c'est un peu machiste, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tant que vous payez quelqu'un pour faire le ménage, c'est bon pour le PIB, mais quand c'est votre femme qui fait le boulot, ou votre mari, c'est zéro pour le PIB, ça ne compte pas. Donc, je raconte ça en détail dans le livre aussi, parce que tout ce qui s'est mis en place avec la société de consommation après la Seconde Guerre mondiale, pour faire simple, a consisté justement à nous déposséder de notre capacité d'autonomie dans tous les domaines.
à transformer les travailleurs en salariés pour justement pouvoir acheter. Donc ils n'ont plus de jardin, vous voyez, ils vont acheter dans le supermarché, ça c'est bon pour le PIB, mais leur jardin zéro pour le PIB, etc. Donc tout ça doit être remis en cause, mais là, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que, et ça je tiens vraiment à le dire, François, et d'ailleurs je pense que quand même, c'est mis demain quand même. La bonne nouvelle, c'est que le nouveau modèle proposé par ceux qui travaillent ces questions depuis des années, et ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus écoutés, il y a aussi tous les lanceurs d'avenir qui montrent qu'on peut faire autrement et que ça marche, eh bien c'est du bonheur. Parce que c'est du lien, c'est redonner du sens à beaucoup de choses, et y compris à l'économie. Évidemment, dans cette économie nouvelle post-croissance, l'économie circulaire a une place très importante, hein, évidemment. Et donc, pour moi, c'est désirable et c'est l'avenir. Voilà.